Un nouveau rendez-vous du décryptage sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de cette émission Angle de vue de ce jour, le sommet extraordinaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce week-end à Dakar, au Sénégal. Pour une fois, les chefs d'État de la sous-région ont pris des positions officielles au sujet des tensions à la veille des élections présidentielles, notamment au Burkina Faso, en Guinée et en Côte d'Ivoire. Les présidentielles et les crises au cœur d'un sommet de la CEDEAO, les chefs d'État ouest-africains dans l'anticipation. C'est le premier thème à débattre dans cette émission. Ensuite, nous irons au Gabon, où le président Ali Bongo a tenté de baisser ce week-end la tension politique dans son pays par la formation d'un gouvernement d'ouverture, une offre refusée par une partie de l'opposition, gouvernement d'ouverture à la veille des élections au Gabon. Pourquoi l'opposition refuse-t-elle la main tendue du président Ali Bongo? Ce sera le second sujet à débattre ce jour. Enfin, nous irons au Mozambique, où le convoi du chef de l'opposition a fait l'objet de tirs ce week-end. On a dénombré 3 blessés. La police, qui a parlé de bavure dans un premier temps, a nié toute implication par la suite des tirs contre le convoi du chef de l'opposition au Mozambique. Bavure policière ou tentative d'élimination, c'est le troisième thème dans cette émission. Mais avant de démarrer le débat, Madame, Monsieur, je vous invite à suivre un point de l'actualité. C'est le flash d'information. Mohamedou Bouhari est en visite de 3 jours à Paris pour resserrer les liens de coopération entre la France et le Nigeria, notamment en matière de sécurité. Ce déplacement s'effectue dans un contexte où les pays voisins du Nigeria luttent contre le groupe islamiste Boko Haram. Au Niger, Hama Amadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale actuellement en exil en France, est le premier candidat officiellement déclaré à la présidentielle. Il a été investi par son parti ce week-end dans la ville de Zender en présence des partisans et membres de l'opposition. En Afrique du Sud, prières, chants et danses, 30 000 catholiques se sont rassemblés ce dimanche dans un petit village pour une messe aux allures de grande fête. C'était pour célébrer la béatification de Bénédicte Dachoua, premier martyr assassiné pour avoir lutté contre la superstition des villageois. Pour une fois, les chefs d'État de la sous-région ont pris des positions officielles au sujet des tensions à la veille des élections présidentielles, notamment au Burkina Faso, en Guinée et en Côte d'Ivoire. Présidentielle d'octobre et crise au cœur d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Les chefs d'État ouest-africains dans l'anticipation, c'est le premier débat après ce générique. Pour décrypter l'actualité sur le continent africain, j'ai sur ce plateau aujourd'hui donc Lama Balo, directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Il est également journaliste. Donc Lama Balo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Bonjour Joël. Bonjour également à Joël Yetondi. Bonjour à tous les téléspectateurs de SICA TV. Merci. Donc Lama Balo, Joël Yetondi, bonjour. Merci une fois encore de choisir notre compagnie pour décrypter l'actualité sur le continent africain. Bonjour à vous. Bonjour donc Lama. Bonjour. Donc Lama Balo, je démarre avec vous ce débat. Est-ce qu'on doit féliciter aujourd'hui les chefs d'État de la sous-région pour avoir opté pour l'anticipation par rapport aux sujets sensibles dans la sous-région? Je crois que lorsque des choses positives se font, il faut reconnaître. Et moi, je salue cette perspicacité des chefs d'État africains, sous l'égide, bien évidemment, du président en exercice de la CEDEAO, le président sénégalais, Macky Sall. Je trouve que c'est une idée très intéressante d'anticiper, parce que en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, nous allons vers des échéances qui sont capitales pour le développement de ces nations-là. En Guinée, Bissau, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, nous allons vers des élections qui sont sous tension. Et c'est très important que les chefs d'État de la région ouest-africaine puissent se réunir pour discuter ensemble, pour voir un peu ce qu'il faut faire pour éviter justement que nous allions dans des crises. Je crois que c'est une mesure préventive qui est prise là. Et si les chefs d'État africains pouvaient régulièrement faire ce genre de rencontres-là, on pourrait éviter plusieurs crises. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette réunion a permis quand même de faire des propositions. La CEDEAO a dit ce qu'elle voulait par rapport à la situation en Guinée-Bissau, ce qu'elle voulait également par rapport à la situation au Burkina Faso,
Et bon, même s'il y avait que 5 chefs d'État africains là-bas, on a quand même avancé un tout petit peu. C'est déjà le début, mais à quoi ça sert de faire les recommandations, de faire des déclarations si sur le terrain, ces déclarations, ces recommandations ne sont pas prises en compte? Non, c'est important de faire des déclarations. Vous savez très bien qu'on ne peut pas rester silencieux. Lorsque vous êtes silencieux devant des situations difficiles... La décision de la Cour de justice de la CEDEAO oui, au Burkina Faso, ça n'a pas été respecté. Le Conseil constitutionnel a trouvé le moyen de contourner cette décision. Oui, mais ça, c'est des choses à dénoncer, par contre. Il faut dénoncer ça parce que lorsque vous avez des institutions qui sont au-dessus de votre pays et que vous avez recours à ces institutions-là et que on arrive à rendre des décisions, il faut respecter ces décisions-là. Et je suis sûr que les chefs d'État de la CEDEAO ont pu rappeler quand même au président burkinabé qu'il était important de respecter les décisions de la Cour supranationale. Mais vous savez, lorsque vous êtes silencieux devant certaines situations, vous êtes considéré un peu comme complice de la situation. C'est pour ça que je trouve que cette attitude préventive des chefs d'État est une très bonne attitude. Reste à savoir si ce qui a été dit sur le terrain va être respecté. Mais j'ai la faiblesse de penser que ça doit pouvoir être respecté, surtout que la CEDEAO a sollicité la communauté internationale sur la gestion de la force de la CEDEAO qu'on a mise sur pied dans le cadre de la Guinée. On a sollicité le prolongement de la mission de cette force-là. C'est des choses très importantes. Mais l'Afrique, encore une fois, je le dis, est à l'épreuve de sa cohésion. Mais vous savez, il faudrait bien que... La vraie tension, les vraies crises sur le continent africain sont des crises politiques. Est-ce que la CEDEAO pourra vraiment faire pression sur les chefs d'État africains aujourd'hui, souvent un exercice qui reste sourd aux réclamations, aux revendications de l'opposition? Non, nous aurions été les mêmes sur ce plateau à dénoncer le silence de la CEDEAO. Donc moi, je n'ai aucun problème par rapport à la réaction de la CEDEAO, même si... Mais est-ce qu'il ne fallait pas chercher les moyens d'aller encore plus que de se limiter aux recommandations? C'est un début, Joël. C'est un début. Et en toute chose, plus que cela dans oui, je l'espère. C'est un espoir que je nourris parce que je pense qu'en toute chose, il faut un début. Les chefs d'État se sont réunis, ils se sont prononcés sur la situation. Leur silence, à mon avis, aurait été coupable. Et moi, je salue cette réunion-là et je souhaite simplement que ils iront beaucoup plus en avant. Je veux parler des chefs d'État africains. J'espère qu'ils iront vraiment en profondeur dans le règlement des différents problèmes qui se posent à l'Afrique, surtout à l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. Joël Etondi, est-ce qu'on doit délivrer un satisfecit aux chefs d'État de la sous-région pour avoir anticipé par rapport à certaines crises qui couvrent déjà, notamment en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso ou encore en Guinée-Bissau? Je suis d'entrée tenté de dire non. Je dis, je suis tenté. Pourquoi vous vous retenez? Je suis d'abord tenté parce que, en principe, ça fait partie des prérogatives de la CEDEAO. Elle devrait pouvoir faire ça. Mais je ne dirais pas qu'il faut se garder de décerner de satisfaction. Il faut pouvoir le faire. Il faut féliciter ce pas. Parce que, comme on le dit, de par le passé, on n'a pas vu ça. Ce qui est des prérogatives de la CEDEAO, on n'a pas vu les gens mettre ça en application. C'est donc une innovation qu'il faut encourager. Pas une innovation, mais une anticipation quand même. Il faut encourager l'acte. C'est heureux. Il faut le faire parce qu'en le faisant, lorsque vous savez qu'à côté, il y a quelqu'un qui aura le courage de vous dire que ce qui se fait n'est pas bon, ça vous amène à vous retenir parfois. Et il faut observer que ce qui a été demandé, c'est l'essentiel, à savoir qu'il faut veiller à ce que nous assistons à des élections qui vont se dérouler tout au moins dans la transparence, dans les règles de l'art, avec une cohésion, des mesures de sécurité à côté, et que le consensus soit primé au-dessus de tout. Et qu'on a quand même, qu'on ait le temps d'écouter ceux-là qui aujourd'hui sont en train de donner de la voix pour mettre en cause un certain nombre de choses, si c'est possible encore de les régler. Donc je pense que de ce point de vue, c'est innovant et c'est salutaire. De quel côté alors est-ce que cela n'est pas innovant? Non, vous aviez dit que vous étiez tenté. J'étais tenté. Donc vous avez certainement des réserves. Non, j'étais tenté simplement parce que c'est de l'obligation, pour ne pas dire du devoir simplement, de la CEDEAO de le faire. Donc de ce point de vue, quand vous faites votre travail, le travail pour lequel vous êtes payé, le travail pour lequel vous êtes là, on n'a pas à vous féliciter, on va vous demander plus. Mais dire que de par le passé, on n'y a pas assisté, en cela, je dis oui, il faut féliciter cela. Et c'est en cela aussi qu'il faut remarquer que, comme on le dit, c'est la tête qui commande les restes des parties du corps. Et en la matière, c'est la tête qui fait qu'on assiste à ce à quoi nous assistons. Macky Sall nous a habitués, depuis qu'il est à la tête du Sénégal, à des actions vraiment salutaires, à des actions innovantes, à des actions d'éclat.
Pas d'éclat. C'est le monsieur, par exemple, qui a refusé de faire les 7 ans pour son mandat et de ramener cela à 5 ans. Et en mai, on va s'asseoir autour de l'initiative. Donc, ce n'est pas un monsieur en mal de popularité. C'est un monsieur qui rêve vraiment gros pour son pays, mais au-delà pour l'Afrique. Et sa jeunesse n'est pas un handicap pour les idées qu'il porte. Donc, je dis que c'est heureux. Et parce que lui, il pense qu'on peut aller au-delà de ce à quoi nous avons assisté jusqu'à présent, il essaie de poser ses pas et observer qu'il y a des gens pour l'accompagner. Mais lorsque vous veillez tous dans la médiocrité, vous ne pouvez pas poser des actes. Est-ce que vous pensez qu'il pourra maintenir cette rigueur par rapport à la mise en application de ces recommandations aujourd'hui? Quand je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, on l'a dit tout à l'heure, le Conseil constitutionnel a maintenu l'application du nouveau... Le Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a maintenu l'application du nouveau code électoral. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le gouvernement, la mouvance en place et l'opposition ne s'entendent pas. Est-ce que vous pensez que Macky Sall pourra amener ses collègues, ses homologues de la sous-région à appliquer les recommandations issues de ce sommet extraordinaire? Forcément. J'observe entre les lignes déjà l'impact que la convocation du sommet a eu. On a suivi au Burkina Faso le gouvernement de transition qui a fait une sortie officielle en expliquant que ce qui s'est fait, de ne pas oublier que c'est le Conseil constitutionnel qui a pris une décision et la décision du Conseil constitutionnel s'impose à tous. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a des mécontents, mais on demande aux uns et aux autres de savoir raison garder. De jouer au fair play. De jouer au fair play. D'accord. Vous voyez, ce n'est pas inutile de jouer au fair play et de ne pas oublier. Le Conseil a contourné une décision de la CEDEAO. Le Conseil a expliqué qu'il leur a été demandé de spécifier ce qu'on met dans ceux qui ont pris une part active. Ce qui a été fait. Et vous comprenez avec moi que c'était une astuce pour contourner cette décision de la Cour de justice. Ils ont su se justifier. Voilà. Ils ne l'auraient pas fait que vous voyez, la douleur sera encore plus intense. Ils ont essayé de justifier pourquoi c'est peut-être X et pourquoi pas Y. Dire que les deux baignent dans le même marigot. Vous voyez, ce n'est pas inutile non plus. Et vous avez suivi de l'autre côté le président Ouattara, lors de sa sortie, qui a demandé à ses partisans de comprendre un peu les rancœurs, de comprendre la douleur des uns et des autres et de ne pas céder à la tentation ni à l'affrontement, parce qu'on n'en a pas besoin. Oui, mais pourquoi il n'initie pas? Aujourd'hui, la CEDEAO recommande d'initier un dialogue, par exemple, en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce qu'on aura ce dialogue-là? Ça, on ne sait pas. Mais déjà que Ouattara... Au cas où il n'y aura pas le dialogue, qu'est-ce que Macky Sall pourrait faire? Non, au sorti de cette rencontre, Ouattara, dans sa déclaration, la première après cette sortie, a dit qu'il va œuvrer pour que le consensus soit. Comment? Est-ce que ce n'est pas le dialogue ou pas d'autres subterfuges en essayant d'amener certains... bon, il y aura des accords peut-être tacites, ce n'est pas exclu, a dit qu'au lendemain de ces élections, puisqu'il dit qu'il est sûr de venir au premier tour, il est en train de travailler pour, et rien que pour ça, il reviendra au premier tour, qui nous dit qu'il n'est pas déjà dans des négociations avec certains qui aujourd'hui sont en train de donner de la voix pour fusiller sa candidature qui a été validée. Donc, autant de paramètres qui ne sont pas inutiles, qui viendront peser lourd dans la balance. Donc, je trouve une fois encore que cette sortie et les recommandations ne sont pas inutiles. Et si malheureusement on arrivait à assister au contraire, mais j'en doute, si on arrivait à assister au contraire, on trouverait encore d'autres formules pour les faire asseoir. Observons que majoritairement ceux qui ont pris part à ces assises, ce sont ceux qui prioritairement sont concernés par les problèmes que la CEDEAO a évoqués. Donc là-dessus, je reste optimiste. Si vous permettez, je voudrais faire une différence entre les décisions de droit et des décisions politiques. Ce qui s'est passé au niveau du Burkina Faso était une décision de droit, une décision juridique. Qui doit avoir plus de portée qu'une décision politique. Justement, une décision juridique, voyez-vous. Et je condamne le Burkina Faso de ne pas avoir respecté la décision de la Cour de la CEDEAO. Parce que, ce faisant, cette Cour est fragilisée par le Burkina Faso lui-même. Donc ça, c'est une décision juridique. Décision politique, c'est des questions de recommandations. Vous savez, les recommandations n'ont pas force de loi. Les recommandations sont soumises systématiquement aux États concernés. Et c'est le point de vue de la CEDEAO. Donc on peut pouvoir dire son mot sur des recommandations. Donc ça veut dire que les États, quand bien même ils ont participé, quand bien même les chefs d'État ont participé à cette réunion, pourraient ne pas appliquer alors les recommandations. C'est dans la pratique. Pourquoi est-ce qu'ils ont participé à la réunion? Non, ils doivent participer. Ils doivent participer. Lorsque le président de la CEDEAO, le président en exercice de la CEDEAO convoque ses collègues, attendez, vous n'allez pas leur demander de ne pas y aller. Ils ont l'obligation d'y aller. Oui, et ce n'est pas parce qu'ils sont présents. Non, c'est peut-être un procès d'intention. Ce n'est pas parce qu'ils sont présents là-bas qu'ils ne vont pas systématiquement appliquer ou non
non, ce qui va être dit lorsqu'ils vont revenir dans leur pays. Ils vont tenir compte. Ils ont signé la déclaration finale. D'accord. Est-ce qu'ils auraient pu faire le contraire? Non, je pense qu'ils sont bien obligés de signer la déclaration finale. Mais là, c'est la réalité de la CEDEAO. Mais je ne suis pas d'accord avec Joël lorsqu'il dit qu'on ne doit pas féliciter les chefs d'État pour avoir dit ça. Moi, je pense que même, attendez, vous avez dit que vous aviez, je sais pas, une petite réticence. C'est leur mission. On ne doit pas les féliciter pour ça. Mais moi, je pense que on n'a pas à attendre pour. Non, on n'a pas à les féliciter pour leur travail. On doit. On doit, parce que lorsque vous êtes chef d'entreprise, par exemple, je ramène tout au niveau d'une entreprise. Vous avez un agent qui a une mission. D'accord? Il est payé pour la mission. Mais il y a ce qu'on appelle la motivation. Lorsque l'agent fait le travail pour lequel il est payé, vous pouvez le féliciter. Et donc ça rentre également. Leur devoir est de ramener, de tout faire pour qu'il y ait la paix dans leur pays. Mais il faut les féliciter pour ça. Est-ce qu'on doit les féliciter pour qu'il y ait la paix dans leur pays? Non, on doit. Ça fait partie de la motivation. Ça, c'est des choses qui ne nous coûtent rien du tout. Donc dire à quelqu'un... Donc si on ne les motive pas, ils peuvent créer la guerre dans leur pays. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais à partir du moment où ils arrivent à faire ce pas-là, il faut les motiver, il faut les féliciter. Et il faut les encourager. Moi, je suis dans une démarche pédagogique. Suivez ma démarche. Donc, c'est aussi simple. Un enseignant. Non, je ne suis pas un enseignant. Attention, je suis un journaliste, mais je pense que quand les gens font les choses, il faut pouvoir les féliciter. La CEDEAO invite également la Guinée-Bissau à revoir sa constitution afin de pallier à la crise répétitive dans ce pays. Est-ce que vous ne pensez pas que cela puisse créer des taches d'huile? Cela va faire jurisprudence en cas de crise dans un pays. On va dire, OK, modifier la constitution et aller de l'avant. Alors, c'est la solution? Cette question est très sensible. Elle est très sensible et encore une fois, je dis que c'est une recommandation de la CEDEAO. Maintenant, il revient à la Guinée-Bissau je ne sais pas, de tenir compte de ce qui a été dit et de voir si à l'intérieur de son système politique, il est possible d'aller sur ce terrain-là. Je ne suis pas sûr que ce soit une injonction de la CEDEAO. Et donc la Guinée prendra, les autorités de la Guinée, ensemble avec la classe politique guinéenne, s'ils arrivent à trouver un consensus, ils peuvent aller sur ce terrain-là. S'il n'y a pas consensus, on ne peut pas obliger les gens à faire ça. Donc je crois que c'est une recommandation à la Guinée-Bissau, Guinée-Bissau, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on dit. Les deux se disent. Les deux se disent. Bon voilà. Donc ce serait à la Guinée-Bissau, n'est-ce pas, de prendre sa décision à l'interne. Joël Itondi. Avant rapidement de répondre à cette question, je reviens en arrière pour dire, non, j'ai dit, je suis tenté de ne pas les répondre, de ne pas leur décerner de satisfaction, simplement parce que c'est leur devoir. Mais que je me rebiffe et je reconnais que là, il faut saluer quelque chose qui a été fait. Parce que, de par le passé, ceux qui ont transité par la CEDEAO ne l'ont pas fait. Et on l'a eu que grâce à Macky Sall, un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait jusqu'à présent. Donc, que je salue et je demande qu'on aille de l'avant. Ceci dit, j'ai voulu pour dire par rapport à la décision de la Cour suprême, de la Cour africaine, je veux dire que non, la Cour africaine, peut-être par crainte de réaction qu'on pourrait avoir selon sa position, a manqué de prendre une décision suffisamment courageuse. Nous avons eu la décision. La Cour africaine, en aucun cas, n'a dit simplement noir sur blanc, n'excluez personne. Pour autant que la justice ne leur interdit pas de se présenter. La Cour a dit, clarifiez-nous les termes et si les gens peuvent se présenter, qu'ils se présentent. Alors, la Cour elle-même a ouvert la boîte de Pandore. Et le Conseil constitutionnel s'en est saisi pour dire, OK, on nous demande d'expliquer, on explique et on identifie Ins et Rémi. Ceux-là, vraiment, ils étaient les porte-flambeaux de la modification de la Constitution dans ces conditions. Donc, par conséquent, ce serait une injure et une façon de salir ceux-là qui sont morts que de les reconduire. Donc on les exclut. Vous voyez, c'est une interprétation. Non. Décision du Conseil constitutionnel. Non, on ne peut pas. Et sur ce plateau, à plusieurs reprises, vous et moi avions dénoncé cette décision du Conseil constitutionnel. Non, j'ai l'impression que vous défendez ou vous justifiez la décision. Non, il faut combattre ce genre de décision. C'est important pour moi. S'il vous plaît, je répète une fois encore, je dis, non, on ne doit pas exclure. Mais je dis une décision de justice, vous êtes d'accord avec moi, on doit pouvoir l'interpréter. Et je remarque que la Cour africaine a donné la possibilité au Conseil constitutionnel d'interpréter à sa façon et la justifier. Et je dis, on respecte aussi cela. Ça reste quand même un tribunal, entre autres. Donc on respecte son interprétation. Et si vous devez prendre une décision courageuse pour empêcher les gens d'aller dans tous les sens possibles, il faut le faire. La Cour africaine ne l'a pas fait. Ce n'est pas une jurisprudence. Eux, ils ont interprété et on doit respecter cela. Et il faut constater qu'ils sont nombreux, ces Burkinabés, à être aussi heureux pour ce qui s'est passé. Il y en a aussi du CDP qui ne sont pas contents. Aujourd'hui, le combat, c'est quoi? Le combat, c'est qu'on aide le Burkina Faso à aller jusqu'au bout. Et je constate que tout se passe
admirablement bien. Je ne sais même pas si le médiateur aura vraiment du travail à faire. Mais pourtant, qu'il aille pour faire le travail. Mais revenons, si on a été obligé, si on a été, non, attendez, c'est important de dire une chose. Si on a été obligé de prendre un médiateur en la personne du président béninois, c'est qu'il y a un problème. Donc quand vous dites que vous ne savez pas si, attendez, quand vous dites que vous ne savez même pas si le médiateur aura un travail à faire, non, le médiateur a un travail à faire. Il y a une crise qui est là. Mais la crise, elle est réelle. Vous essayez de justifier la décision de la CEDEAO. Non, vous justifiez. Non, vous justifiez. Nous allons évoluer. Moi, je vous ai suivi. Vous l'avez interprété dans un sens. Nous allons évoluer, chers collègues. On ne peut pas jeter aujourd'hui la pierre au Conseil constitutionnel. Nous allons évoluer, la chers Cour collègues. africaine a manqué de dextérité dans sa décision. Mais là, vous prenez parti. Là, vous prenez parti. Non, non, vous avez dit que la Cour a manqué de dextérité. Donc, vous n'interprétez plus. Non, non, vous n'interprétez plus. Non, vous prenez parti. Vous avez pris parti. Il faut en profiter. Non, je crois que, vous savez, nous sommes des artisans de la démocratie. Nous développons la démocratie. Et je pense que dans un système démocratique, il faut donner la possibilité à... Non, non, c'est pas démocratique. Quand vous excluez des gens? On n'exclut pas. Le sommet de la CEDEAO s'est également prononcé sur la participation des chefs d'État à la résolution du problème des migrants et du problème du changement climatique, où les chefs d'État africains, ouest-africains, ont demandé plus de participation, qu'on les associe au règlement de ces problèmes-là. Alors, donc là, je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez que c'est du réalisme ou de l'utopie? Quand je prends le problème des migrants, on sait qu'à la base, c'est un problème de gouvernance de nos États africains. Aujourd'hui, que les chefs d'État africains disent de les associer au problème des migrants, alors à qui est-ce qu'ils s'adressent? C'est quand même triste. C'est triste pour l'Afrique parce que le problème des migrants est un problème sérieux. Et je ne sais pas à qui les chefs d'État africains s'adressent en leur demandant de les associer. Qui est-ce qui va les associer? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur pays respectifs pour éviter ça? Moi, développement à la base. Mais c'est des problèmes de cadre institutionnel. Je suis un peu les émissions à l'international. Je me rends compte que les chefs d'État européens et américains sont encore plus préoccupés par cette question que nos chefs d'État africains. Donc la solution, c'est quoi? Qu'est-ce que nous faisons? Aucun sommet sur. C'est ça le problème. Et donc je suis surpris on voit des jeunes Africains mourir tranquillement dans la Méditerranée. Non, il faut mettre les chefs d'État africains devant leurs responsabilités, parce que j'arrive pas à comprendre. Ce sont des Africains qui sont obligés de quitter leur pays. Alors on doit se poser la question de savoir pourquoi ils sont obligés d'en arriver là. Est-ce que le cadre institutionnel est réglé? Est-ce que nous avons les infrastructures en Afrique pour maintenir les Africains dans leur pays? Mais vous voyez sur des chaînes de télévision en Afrique des gens faire la promotion des structures qui demandent aux Africains de quitter leur pays pour aller à l'extérieur. Et ça passe sur des chaînes de télévision publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États africains ont échoué dans cette politique. On ne peut pas, dans un environnement pareil, demander aux autres d'associer les chefs d'État africains pour trouver une solution à la question des migrants. Je pense à eux de chercher les solutions et de les imposer à l'Occident. C'est dommage. Moi, je vois ce qui se passe sur les côtes et j'ai mal pour l'Afrique. Je me dis qu'on mérite mieux que ça. Et les présidents de ces pays africains-là sont responsables de la situation et doivent pouvoir courageusement faire face à de pareilles situations, je crois. Joël Guétonji, votre avis, est-ce de l'utopie ou du réalisme, la lutte contre la migration, le phénomène de migration? La proposition de chef d'État ouest-africain. Aujourd'hui, le phénomène a évolué et on ne peut plus parler d'utopie. Bon, c'est du réalisme. Oui, mais il demande à ce qu'on les associe. Et forcément. Est-ce qu'on doit les associer ou bien c'est à eux de prendre le devant? Je souscris. Comprenons un peu le message qu'on veut passer en disant qu'ils doivent être associés. C'est quoi le message? Je souscris d'abord au plaidoyer de Donklam, je l'appelle ainsi, parce que c'est une aberration tout court. Parce que l'Afrique aujourd'hui peut porter le monde. Ça, je continue de le dire. Maintenant, par rapport à leur appel, à ce qu'ils soient associés, je trouve fondamentalement on n'a même pas le choix. Observez que le problème de migration. On doit les associer ou bien ils seront plutôt porteurs de la gestion? On doit les associer. C'est plutôt à eux de comprendre que c'est un problème de développement à la base. C'est parce que les États africains ont échoué que cette jeunesse veut coûte que coûte s'exporter vers l'extérieur. Pas que ça. Le problème de migration a sérieusement évolué. Oui, alors ça c'est vrai. Quelles sont les évolutions? Ça c'est vrai. On souscrit à ça. Mais il faut remarquer qu'aujourd'hui, il y a des migrants climatiques. Le problème de changement climatique et l'Afrique est sérieusement touchée. Oui, mais aujourd'hui, on nous dit. C'est à qui la faute? Aujourd'hui, c'est. Si les gouvernants n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités pour gérer les problèmes. Malheureusement, s'il nous plaît, on ne va pas déplacer les problèmes. On a une responsabilité. Mais il est une réalité aujourd'hui
que nous devons commencer par ouvrir les yeux et dire aussi que les responsabilités sont partagées. Ce sont ceux-là qui aujourd'hui vont s'asseoir pour décider des résolutions à prendre pour régler ce problème de migration qui font que le désert continue d'avancer. Ce sont eux qui viennent aujourd'hui encourager la déforestation. Ce sont eux qui ont pris les résolutions pour dire on ne peut plus embarquer les bois dans ces conditions, mais ce sont eux qui font l'embarcation ou bien l'embarquement, si vous voulez. L'embarquement. Oui, mais les dirigeants africains étaient où en ce moment? Ils dormaient. S'il vous plaît, je dis le débat a aujourd'hui évolué. Oui, mais le débat ne peut pas évoluer en occultant la responsabilité des Africains. On n'occulte plus. C'est en cela que je dis leur appel doit être compris. On ne peut plus aujourd'hui dissocier ce qui se passe de la responsabilité de ceux qui veulent s'asseoir en Europe pour décider du problème de changement climatique. N'oublions pas que ce qu'ils ont demandé, l'investissement pour le fonds vert, ils sont combien aujourd'hui à avoir contribué? S'ils prennent cette décision sans associer les États africains. En fait, les Africains attendent juste le fonds vert. Oh non, ils n'attendent pas que le fonds vert. C'est une assise qui a décidé. Et on parlera encore de corruption, de détournement. Par la suite, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'initiatives du genre. Tout ça, c'est un fait. Mais l'autre fait, c'est que si on prend ces décisions sans associer les États concernés, le mal ira davantage s'aggravant. C'est en cela qu'ils doivent s'asseoir autour de cette table. Et Macky Sall, comme d'autres États, peuvent décider, les États individuellement compris, peuvent décider d'aller s'asseoir et décider pour leur pays. C'est tout ce qu'on leur demande. On leur demande de prendre le lead, de prendre des initiatives. Ils n'ont pas refusé, s'il vous plaît. Je ne refute pas ce que vous dites là. Mais remarquons qu'à ce sommet, Macky Sall a sorti une idée qu'il faut saluer. L'idée, c'est quoi? Le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est plus un problème qu'on peut régler ex nihilo. Il faut y aller ensemble. Et c'est ces États réunis qui peuvent régler le problème. Remarquez que quand vous prenez les côtes africaines aujourd'hui, les côtes sont pour la plupart dévastées. Le Togo est en train de prendre des résolutions. On constate que le Togo, en prenant ces résolutions, il y a une bonne partie du Bénin qui est en train de partir. Le Bénin veut prendre des résolutions. Il y a l'autre côté est du Nigeria qui est en train de partir. Mais si ces États ne s'asseyent pas ensemble pour régler le problème du corridor, voilà la résolution à prendre. Et en amont, ceux-là qui viennent sur nos côtes doivent investir dans telle direction. On n'aura pas la réponse. Merci, Joël. C'est en cela que, les chefs d'État doivent prendre leurs responsabilités, mais il faut que les États africains, les chefs d'État africains, aillent autour de cette table, mais ensemble. Donc je dis une fois encore, c'est une résolution heureuse qu'il faut appuyer et accompagner. Moi, je vous écoute, Joël. Je vous écoute et je refuse que vous disiez que vous souscrivez à mon plaidoyer. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi vous refusez? Vous ne souscrivez pas qu'il ne faut pas balayer, il faut pas balayer d'un revers de main l'appel de Dakar. L'appel de Dakar est un appel heureux. Parce qu'aujourd'hui, en dehors du fait que les États africains individuellement ont une lourde responsabilité, il n'y a que, aujourd'hui, malheureusement, quand on parle de l'avancée de désert, ces États européens en sont pour beaucoup. Quand on parle de la déforestation, aujourd'hui, quand on dit qu'une bonne partie de la planète, à l'image de l'Afrique du Sud, est complètement dévastée. Et pourquoi? Parce que chaque semaine, chaque fin d'année, on est obligé d'importer du bois sauvage. Est-ce que je peux parler? Importer du bois sauvage, parce que quoi? Il y a quelque part des gens qui encouragent ça. Il y a quelque part des gens qui ont encouragé l'industrialisation sauvage. Et on ne peut pas continuer comme ça. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Moi, je dis une chose fondamentale. Il faut dissocier la question du réchauffement climatique et la question des migrants. Pour moi, c'est deux choses à dissocier. Et les solutions sont à deux différents niveaux. Je suis d'accord que les chefs d'État africains réclament qu'on puisse les solliciter ou les associer à la question du réchauffement climatique. C'est tout à fait normal parce que c'est une question internationale. Mais sur la question des migrants, et c'est la question que vous avez posée à Joël, sur la question des migrants, les chefs d'État africains veulent qu'on les associe à quoi? C'est à eux de prendre ce combat en amont et en aval, je le dis. La question des migrants, c'est à eux de régler la question des migrants. Lorsque vous offrez dans les pays respectifs, je veux parler des pays africains, lorsque vous offrez les conditions adéquates aux populations pour rester, vivre et s'épanouir, les gens n'ont aucune raison de sortir de chez eux. Et ça, ce n'est pas la responsabilité des autres. C'est la responsabilité des chefs d'État africains. C'est là où je dis, les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas à demander qu'on les associe à ça. Mais sur la question du réchauffement climatique, qui pour moi est toute une autre question,
Je suis d'accord qu'on puisse les associer. Merci donc Lamabalo. On doit pouvoir s'entendre sur ça, Joël. Je regrette, mais je suis obligé de revenir sur cette question parce qu'il y a un flou autour de cette question-là qui n'est pas levé malheureusement. Le débat se poursuivra certainement un autre jour. Nous y reviendrons. Ce sera tout pour le premier débat de ce jour. Je vous propose un nouveau point de l'actualité sur le continent africain. Le flash de l'information, c'est tout de suite. Mouhamadou Bouhari est en visite de 3 jours à Paris pour resserrer les liens de coopération entre la France et le Nigeria, notamment en matière de sécurité. Ce déplacement s'effectue dans un contexte où les pays voisins du Nigeria luttent contre le groupe islamiste Boko Haram. Au Niger, Hama Amadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale actuellement en exil en France, est le premier candidat officiellement déclaré à la présidentielle. Il a été investi par son parti ce week-end dans la ville de Zender en présence des partisans et membres de l'opposition. En Afrique du Sud, prières, chants et danses, 30 000 catholiques se sont rassemblés ce dimanche dans un petit village pour une messe aux allures de grande fête. C'était pour célébrer la béatification de Bénédicte Dachoua, premier martyr assassiné pour avoir lutté contre la superstition des villageois. Sans transition, nous entamons le second thème de ce jour qui nous emmène au Gabon où le président Ali Bongo a tenté ce week-end de baisser la tension politique dans son pays par la formation d'un gouvernement d'ouverture, une offre refusée par une partie de l'opposition. Mais très tôt, le président Ali Bongo a usé de son plan B pour recomposer son équipe. Le gouvernement d'ouverture à la veille des élections au Gabon. Pourquoi l'opposition refuse-t-elle la main tendue du président Ali Bongo? Ce sera juste après ce générique. Nous sommes toujours avec donc Lamabalo et Joël Yetonji pour la suite de ce débat. Joël Yetonji, entre le vendredi et le dimanche, beaucoup de choses se sont passées au Gabon du côté de Libreville, la capitale, après le refus du seul opposant qui accable le président gabonais sur le dossier de son acte de naissance présumé faux et sur le dossier des biens mal acquis. Ali Bongo a sorti son joker en nommant un autre opposant. Peut-on dire, Joël Yetonji, selon vous, que le président Ali Bongo a réussi son coup politique à quelques mois de la prochaine présidentielle dans ce pays? Ce serait aller vite en besogne que de dire qu'il a réussi son coup politique, mais il a évité de se casser le visage, je trouve, parce que, vous l'avez dit en introduction, l'opposition qu'il a voulu intégrer à son gouvernement, si il n'est pas parvenu totalement à atteindre ses objectifs, il y est arrivé quand même. Parce qu'on a un opposant aujourd'hui. L'union des forces du peuple gabonais se réclame de l'opposition et a été de tout le temps de l'opposition, mais pas de l'opposition radicale. Donc Jean de Dieu, qui a fait défection ou qui a dit qu'on l'a promu contre sa volonté, est de l'opposition radicale. Il n'a pas été consulté, était de l'opposition radicale. Oui, mais il a été remplacé par un autre opposant. C'est ce que je dis. Donc de ce point de vue, oui, Ali Bongo a pu se sortir d'affaires. Il a formé néanmoins un gouvernement d'ouverture. Il a formé un gouvernement tendu la main à l'opposition. Tout à fait. Mais une partie de cette opposition refuse. Non, ce n'est pas là le problème. Le plus important, c'est d'avancer. Et je trouve que par rapport à ses objectifs, il est en train d'avancer. Il ne doit pas prendre en compte cette partie de l'opposition qui refuse de participer à la gouvernance. On tend toujours la main à tout le monde et tout le monde ne vient jamais à la rivière. Constatez, quand on parle de l'opposition radicale, c'est le jusqu'au boutisme ou rien. C'est ceux-là qui, quand ils tiennent à quelque chose, soit ils l'ont, soit ils ne l'ont pas. Mais je trouve que le plus préoccupant, ce n'est pas ça. Ali Bongo, lui, il avance, même si c'est petitement, je trouve qu'il avance quand même, certainement, et comme cela se doit, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ses objectifs, c'est pouvoir organiser les élections et se présenter. Et il y arrivera. Parce que rien que pour ça, ce qu'on a observé, là, on ne devrait pas l'observer. C'était plutôt à dénoncer, mais un gouvernement pléthore, on dirait une armée mexicaine. Oui, mais 34. Est-ce que si l'opposition rentre aujourd'hui dans le gouvernement, comment est-ce que le pays va fonctionner? Ça veut dire qu'on aura un pays sans opposition? Non, on n'a jamais eu de pays sans opposition. Donc, et déjà là, a raison de rester alors dans sa position. Et personne n'a jamais dit qu'ils n'ont pas raison. Et c'est le contraire, au fait, qui étonnerait. Vous avez vu un peu tout ce que ça a généré comme tollé quand on nous a appris que Jean de Dieu était au gouvernement. Tout le monde a voulu savoir, on attendait de l'écouter parce que ce monsieur, quand on connaît sa position, écoutez,
c'était inimaginable de le voir au gouvernement. On et ce sait serait jamais. le gros coup que Ali Bongo allait réussir. Donc on ne dit jamais. On ne dit jamais. Mais aujourd'hui, pour moi, l'essentiel, ce n'est pas là. Lui, Ali Bongo, il avance sûrement. Certainement, il va s'en sortir. Mais le plus important pour moi, c'est ce gouvernement qui vient d'être formé. Ça pose un problème. Quel comme problème? partout ailleurs. D'abord, pléthorique. Pourquoi? Voyez-vous, 34 pratiquement. Quand on fait tout le... oui, quand il y a beaucoup d'affaires à gérer, quand il y a beaucoup de problèmes, il faut appeler le maximum pour régler les problèmes. On n'a pas besoin d'un effectif pléthorique pour relever de grands défis. Et là, nous l'avons déjà observé. C'est un gouvernement d'ouverture pour ouvrir vers tout le monde. Pour ouvrir, on n'a pas besoin de faire ça. Mais je dis que je le comprends. Aussi grandement. Je le comprends politiquement parce qu'il veut atteindre son objectif. Il faut qu'il y aille. Mais il y a le revers de la médaille. Et à ce revers, il doit faire suffisamment attention. Il vient de mettre en place un gouvernement à un moment où on a pratiquement bouclé la loi des finances. Une loi des finances qui a été rectifiée. Et ce qui signifie que l'équipe actuellement en place pour atteindre sa mission a besoin de moyens. Et ne pourra certainement pas avoir ces moyens à temps pour commencer sa mission. Il y aura des réadaptations. C'est l'exécutif. Constatez que le gouvernement qui vient de terminer dans ces conditions, ce qu'on lui a reproché et les confessions qui ont été faites, c'est parce que faute de moyens qu'on n'a pas pu atteindre un certain nombre d'objectifs. Et lorsque vous vous apprêtez à réussir en douce ces objectifs, pour ne pas dire cet objectif, qui est la présidentielle en vue, il ne faut pas créer à l'opposition des champs d'action. Mais j'observe aujourd'hui que si on ne fait pas très vite pour trouver le mécanisme pour réajuster comme cela se doit, le problème risque de se poser parce que on a essayé de sectionner certains ministères pour en créer d'autres. On a essayé de créer d'autres qui n'existent pas du tout. Il faut un décès, il faut tout ce que vous savez. Et ça va être opérationnel quand le contribuable aura gain de cause quand nous sommes encore à une année de l'élection. Mais donc, ça n'attend pas, les problèmes n'attendent pas. Donc c'est là le grand défi qui attend l'équipe actuellement en place, qui attend Ali Bongo. Et n'oublions pas, aux aguets se trouve cette opposition qui ne demande que ces situations-là pour revenir en force au devant de la scène. Donc là, Mabalo, alors l'opposition, l'ouverture que souhaite l'opposition, d'après certains ténors de cette opposition radicale, constituerait plutôt à modifier la Constitution pour limiter le nombre de mandats présidentiels à 2 et organiser des élections à 2 tours. Est-ce que vous pensez qu'en refusant la main tendue du président Ali Bongo, cette opposition pourra arriver à trouver solution à sa revendication? Non, je pense qu'il ne faut pas mélanger les combats. Il ne faut pas mélanger les combats et je trouve que le président gabonais est un fin stratège. C'est un stratège parce qu'il surfe sur la désunion de l'opposition. Et c'est le mal des oppositions africaines. Je veux dire, tous les pays africains réunis, nous avons quand même des difficultés avec les oppositions de ces pays-là. Simplement parce que l'idéologie n'existe pas. Vous savez, quand vous créez un parti politique et que vous aspirez à la gestion de la chose publique, vous avez une idéologie. Et j'ai l'impression, quand je vois les choses fonctionner au Gabon, j'ai l'impression que cette opposition n'a pas vraiment d'idéologie. C'est pour ça que le président gabonais arrive à manœuvrer comme il le fait là. Mais cette opposition est restée ferme sur sa position. Oui, mais si c'est ça... Celui qui a refusé de rentrer dans le gouvernement... Mais si cette opposition est restée ferme, pourquoi alors il y a un représentant de l'opposition dans le gouvernement? Vous me direz que... Vous savez, la politique a un choix. Oui, vous me direz que ce n'est pas l'opposition radicale. Vous me direz que ce n'est pas l'opposition radicale. Soit radical ou non radical. Mais l'opposition, on est opposant et on assume son statut d'opposant. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire des compromissions avec un régime lorsque vous êtes contre ce régime-là. Oui, mais si vous ne participez pas au gouvernement, comment vous pouvez régler les problèmes? Vous aurez votre tour de participation. À chacun son tour. Vous aurez... Oui, absolument. Vous savez, c'est dur de rester longtemps dans l'opposition. Oui, mais, il y a des gens qui ont fait 5 ans, 10 ans, 20 ans dans l'opposition. Aujourd'hui, ils ne jurent qu'à revenir au pouvoir. Vous me surprenez. Vous me surprenez, oui, vous me surprenez parce que... vous savez, les politiciens, ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Mais c'est ça le problème. C'est pour ça que je dis qu'il y a un manque d'idéologie. Lorsqu'il y a de l'idéologie, mais vous assumez votre position. Si vous êtes opposant, vous restez opposant. Vous restez opposant et vous cherchez à contrôler le pouvoir d'État. Lorsque vous allez prendre le pouvoir, il faut aller aux élections. Lorsque vous allez aux élections que vous gagnez, eh bien, vous assumez la pleine... Et si vous ne gagnez pas? Et si vous ne gagnez pas, vous restez là où le peuple vous a mis. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Mais le président gabonais a fini avec l'épisode de l'héritage de son père, de feu son père, qu'il laisse à la jeunesse. Il est dans une stratégie. C'est pour ça que je dis que c'est un stratège. Parce que, et vous l'avez dit, l'opposition radicale réclame quoi? Réclame que désormais on puisse modifier la Constitution pour aller dans le sens de la limitation des mandats à 2
et ensuite de l'organisation d'élections à 2 tours, ce qui n'est pas encore le cas au Gabon. Et pour moi, c'est un problème. Est-ce que on peut encore aujourd'hui ne plus faire des élections à 2 tours, comme au Togo? Premier tour, KO, mais le président gabonais va rempiler. Moi, je ne vois pas comment est-ce que... changer les choses, il faut changer les choses de l'intérieur et non de l'extérieur. Oui, non, mais écoutez, lorsque vous êtes à l'intérieur et que vous n'êtes pas le principal décideur, comment vous pouvez changer? Vous pensez que c'est en participant à un gouvernement que vous pouvez changer quelque chose? C'est le patron du gouvernement qui décide, n'est-ce pas? Et quand vous rentrez dans un gouvernement, c'est que vous accompagnez le chef du gouvernement. Or, vous ne partagez pas la même idéologie que lui. Comment ça se fait? Il faut rester à l'extérieur. Il faut se combattre. Et lui tirer dessus. Lorsqu'il y a des élections dans quelques mois, vous êtes opposant, vous allez aux élections. Si vous arrivez à convaincre le peuple de votre programme de société ou de votre projet de société, on vous confie le pouvoir, vous gérez. Les gens doivent pouvoir assumer leur position. Mais pourquoi est-ce que ça ne se passe qu'en Afrique? Ailleurs, lorsqu'il y a des camps qui vont à la conquête du pouvoir, on sait qui est qui fait quoi et à quel moment on prend les rênes. Donc l'Afrique a des problèmes par rapport, n'est-ce pas, à cette obligation d'assumer sa position politique. Moi, je trouve que c'est un problème. L'autre constat que nous avions fait justement par rapport à ce gouvernement d'ouverture du président Ali Bongo, on a remarqué qu'il n'a pas fait appel. Il n'a pas fait un appel de pied à l'opposant Jean Ping, qui semble visiblement très connu à l'international. Est-ce une manière de couper avec l'héritage politique de son père? Oui, mais vous savez très bien que l'opposant Jean Ping a l'ambition de remplacer le président gabonais. Il peut lui faire appel. Non. Venez, vous êtes un ancien ami de mon père, vous avez été son ministre des Affaires étrangères, venez, on va s'entendre pour relever ensemble les défis. Nous sommes en politique. Et nous sommes à moins d'1 an de la prochaine élection. Et vous voulez que ce soit vraiment à ce délai-là que l'opposant Jean Ping entre aujourd'hui au gouvernement avec tout ce qui s'est passé par ailleurs? Non. Même à 5 jours de la fin de son mandat, il peut bien créer la surprise. Non, ce n'est pas de la politique. Ça, c'est votre avis? Ça, c'est de la fiction. Et je pense qu'il faut faire la différence entre la politique et la fiction. L'opposant Jean Ping a assumé sa position d'opposant. Mais je crois que, et là, c'est une ferme conviction, avec la façon dont les choses se passent au Gabon, avec un scrutin à un seul tour, avec un mandat ou bien une constitution qui ne limite pas les mandats, je vois très difficile l'opposition ou prendre le pouvoir de chez le président Ali Bongo. Et je crois que Ali Bongo est dans une stratégie. Mais observez tout ce qu'il fait. Ben, s'il a justement cette opportunité, vous pensez qu'il va sacrifier ce cadeau qui lui est tombé du ciel? Malheureusement, les opposants ne jouent pas leur rôle. C'est comme au Burundi. Voyez comment l'opposition est rentrée au gouvernement de Nkurunziza? Mais ça ne se passe qu'en Afrique. Mais vous savez, ils ont fait. Joël Etonji, votre avis très rapidement, Ali Bongo qui veut couper apparemment avec la politique, l'héritage politique de son père. C'est votre avis? Non, pas vraiment. Jean Ping a une position claire qu'il a de tout temps défendue. Et pour lui, il n'est pas question de s'acoquiner avec le régime actuellement en place. C'est un régime finissant. Et Jean Ping se voit déjà dans le fauteuil présidentiel. Et connaissant sa position, il n'y a pas de négociation possible avec lui. Il aimerait qu'on aille le plus tôt possible aux élections et il fera ses preuves et organiser les élections comme il le souhaite là, aller déjà à un référendum qui va redéfinir un peu les conditions pour aller à ces élections, ce qu'ils n'obtiendront pas malheureusement. Et donc dans ces positions et conditions, on ne pourra pas inviter Jean Ping à s'asseoir autour du même table qu'Ali Bongo. Ali Bongo même, ce serait pour lui du temps perdu que d'aller taper à sa porte. Ali Bongo donc est dans sa logique de pouvoir mettre sur pied tout ce qui lui permettra d'assurer non pas ses arrières, mais plutôt son retour au pouvoir. Son avenir. Et il y va de la meilleure façon qui soit. Une fois encore, c'est vrai. Oui, une fois encore, c'est dommage. L'Afrique, lorsqu'on est dans une compétition comme celle-là, lorsqu'on est en train de défendre des idéaux comme ceux qu'on est en train de défendre au Gabon, pour pouvoir réussir à le faire, il faut le faire ensemble. Très rapidement. Les mêmes voix. Mais malheureusement, on ne parvient toujours pas à s'entendre pour défendre et dégager un leader pour porter les idées de tout le monde. Joël Etonji, très rapidement, nous n'avons plus beaucoup de temps pour aborder le troisième thème. Le chef de l'opposition au Mozambique, son convoi a échappé au tir des policiers qui, d'abord, ont reconnu que c'était une bavure. Et par la suite, on y est toute implication dans cette affaire. À votre avis, est-ce qu'il s'agit d'une bavure policière que l'on tente de dissimuler ou une tentative d'élimination du chef de l'opposition en bonne et due forme? Très rapidement. Eh ben, ça ressemble beaucoup plus à une attaque ciblée. Et c'est Alfonso
qui serait visé. Oui, Alfonso Dhlakama, qui est le chef de l'opposition. Ouais. Maintenant, quand on tient la déclaration officielle de la police, c'est un automobiliste indélicat qu'on a voulu viser et on a ouvert les feux qui sont allés atteindre le convoi d'Alfonso. Mais ceci, pris ensemble, je me rends compte que malheureusement, une fois encore, sur cette question, aussi les données se ressemblent en Afrique. Si c'est l'automobiliste qu'on est en train de viser, je dis que c'est plus que grave. On ne peut pas comprendre que les forces de l'ordre ne comprennent qu'en pleine agglomération, on puisse chercher à immobiliser un véhicule en ouvrant le feu. On peut perdre la vie. Je dis heureusement encore. Aussi, il ne faut pas oublier que Alfonso Dhlakama, c'est quand même le chef de la Renamo, cette branche armée de l'opposition. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comme c'est lui, il faut ouvrir le feu, non, je ne dis pas ça, mais je dis il ne prend rien à la légère. Donc pour lui, il y avait bien eu une tentative. Remarquons que ce qui s'est passé, si ce n'est pas ça, si ce n'est pas lui qui est visé, je dis une fois encore, c'est quand même une aberration. En pleine agglomération, comment peut-on vouloir interpeller un automobiliste qui ne peut pas aller bien loin parce que c'est en pleine agglomération, on nous a dit la circulation, elle était bien dense et on a ouvert le feu de cette façon-là. Et si l'individu perdait la vie et que ce n'est pas un criminel, alors on va abattre comme ça froidement un citoyen. Heureusement que le pire n'est pas arrivé parce qu'une fois encore, si Alfonso, parce que les siens étaient atteints, blessés, si Alfonso... S'il était touché, cela allait replonger le pays dans la crise très rapidement. Donc la crise profonde. Moi, je vais prendre juste par le bout, le bout par lequel Joël a fini pour dire qu'heureusement que le pire n'est pas arrivé. Et à partir du moment où nous n'avons pas obtenu le pire, on peut se permettre quelques commentaires ici. Je crois que c'est quand même une situation très difficile au Mozambique. Et je souhaite simplement que les responsabilités soient situées. Alors si Alfonso a la possibilité, n'est-ce pas, de chercher à mettre de la lumière sur cette affaire-là, qu'il aille et qu'il le fasse avec les voies de droit qui sont celles prévues par son pays. Merci donc Lamabalo, merci Joël Yetonji, madame, monsieur, c'est tout pour cette émission. Très bonne suite de programme sur Sika.